Donc merci, merci d'être venus aussi nombreux pour le débat de ce soir. Je voulais donc, alors on a jusque 21h. Après 21h, donc on a on peut se retrouver donc pour boire un verre ou manger, mais il n'y a aucune obligation d'un montant minimum, je vous rassure, chez Giuseppe Pepino, donc qui est place Garibaldi, pour poursuivre le débat. Donc on va essayer de tenir le timing et de vous donner la parole, donc on va être bref chacun d'entre nous. Donc il y a une participation aussi donc à prix libre et conscient, vous donnez ce que vous voulez, ce que vous pouvez, il n'y a aucune obligation par rapport au paiement de l'amphithéâtre, et je remercie donc l'association du CNR de nous avoir permis d'obtenir cette très belle salle. Voilà, donc alors très rapidement, donc suite à ce film, on ne voulait pas vous laisser avec cet aperçu, on a quand même une lueur d'espoir à la fin de la part de Naomi Klein, mais avec quand même cet aperçu, ce constat, et on voulait en même temps faire le lien avec ce qui se passe actuellement donc, en France. Donc ce que je vais faire, c'est que je reprendrai la parole rapidement à la fin. Donc je vais vous présenter. Donc d'abord j'ai tenu à ce que donc Alain Fuentes soit là également en tant que modérateur, puisqu'il a fait la marche donc Nice Notre-Dame-des-Landes du début à la fin. Donc voilà, c'était une grande expérience. Alors je vous présente donc Virginia Lombard. Donc tu es franco-américaine, donc tu pourras nous donner... Simplement française, mais des origines. Voilà. Donc Fabrice Rizzoli, qui donc tu as fondé l'association Crimalt, et tu es auteur du livre La mafia de A à Z. Patricia Dao, donc auteur de Bormida, que je me trompe pas, voilà. Aussi, mais je vais plus représenter, je pense, la maison d'édition Timbuktu. D'accord, la maison d'édition Timbuktu, ok. Et Michel Sage va nous rejoindre dès qu'il arrive, donc rédacteur en chef de la Strada. Donc je passe rapidement donc, la parole. Voilà, Fabrice déjà, si tu veux. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là au début, souvenez-vous, je vous avais dit que je n'avais pas vu le film et que je devais intervenir un peu en faisant des parallèles avec mes recherches sur la mafia, la criminalité. Maintenant que j'ai vu le film, je vais vous lire quelque chose. Portella della Ginestra. Là naquit la stratégie de la tension. Le 1er mai 1947, à Portella della Ginestra, dans la province de Palerme, un millier de paysans fêtent la victoire des forces de gauche survenue lors des élections nationales du mois de juin, quand une fusillade éclate. Elle fait 11 morts et 65 blessés. L'enquête sur ce massacre constitue un modèle des enquêtes politico-judiciaires concernant l'assassinat d'innocents en Italie durant la guerre froide. Tout indique que la mafia avait agi avec le consentement des partis conservateurs. Seuls les bandits, le brigandage, figurent sur le banc des accusés. Portella est un acte terroriste qui marque le début de la stratégie de la tension à laquelle la mafia sicilienne participe. Seule cette lecture du massacre de Portella della Ginestra permet d'interpréter l'ensemble des attentats et des meurtres visant à déstabiliser les gouvernements italiens durant la guerre froide, 50 années de terrorisme marquées par le sceau de l'impunité. En 1992 et 1993, l'entrée est un peu plus longue, donc je ne vais pas vous la lire. Des bombes explosent pour assassiner des magistrats. Bon, me direz-vous que les mafieux assassinent des magistrats, c'est normal. Ça fait partie de leur travail. Par contre, en 1993, les mafieux posent des bombes à Florence, à la Galerie des Offices, à Rome, à Milan, devant des églises, tuant des innocents, entre guillemets. Vous sentez que les pauvres policiers, les pauvres magistrats italiens, à mon avis, sont aussi des innocents, mais malgré tout, en tuant des gens qui ne sont pas d'habitude concernés par la terreur mafieuse. Pendant longtemps, on a dit que les mafieux avaient besoin de sauvegarder l'organisation, et comme ils commençaient à subir vraiment la répression de l'État italien, ils ont posé des bombes, etc. C'est vrai, c'est une lecture qui est vraie. On a dit à un moment, Totorina, le chef de la mafia sicilienne, a eu besoin aussi d'assassiner, par exemple,
Giovanni Falcone est assassiné à Palerme et l'onde de choc à Palerme fait trembler le sol sous la prison de Palerme, si bien que les mafieux qui sont emprisonnés à cause des magistrats sentent l'onde de choc, sentent le sol trembler. Et quand les mafieux apprennent que le magistrat Falcone est assassiné, ils sabrent le champagne dans la prison de Luciardone et à Palerme. Totorina, un spécialiste de la violence, en faisant trembler le sol, envoie un message aux soldats de la mafia. « Ok, vous êtes en prison, mais je vous ai vengé. » Deuxième lecture. Troisième lecture, ces attentats ont été faits aussi avec la complicité de certains politiciens, des services politico-administratifs, certains services de renseignement déviés, visant à déstabiliser l'État italien encore plus pour arriver à un nouvel ordre. Car en effet, en ce moment, 1992-93, c'est Manipulite et c'est un tiers de la classe parlementaire qui est poursuivie, qui est mise en examen pour corruption. C'est parce qu'en Italie, les magistrats sont indépendants, c'est pas comme en France. C'est pour ça, en Italie, on poursuit les politiciens dorment en prison, c'est pas comme en France. Du coup, ça fait flipper tous les partis politiques, le parti de la démocratie chrétienne qui disparaît, ce qui fait que les attentats sont faits pour créer un nouvel ordre. Et en 1994, arrive Silvio Berlusconi au pouvoir. Voilà, je participe au débat. Grâce à mes travaux. Patricia, tu veux intervenir maintenant? Oui, moi je veux bien. Sinon, il y a... Je vais me lancer. Alors bon, oui, moi ça... Bon, Manipulite a servi beaucoup aussi. Moi, à l'époque, j'habitais en Italie et j'étais dans une vallée qui luttait depuis 117 ans contre la pollution d'un fleuve. C'est vrai, c'est une histoire vraie, 117 ans. Et on avait... Moi, j'ai fait les 10 dernières années de lutte et en 10 ans, on avait constitué un dossier, mais comme ça, quoi. Et quand Manipulite, il y a eu ce mouvement de Manipulite, on est parti une petite délégation, enfin un quart ou deux, quoi. Et puis on est monté on est allé à Milan avec tout le dossier, on a attendu d'être reçu et on a transmis le dossier. Et à partir de là, il y a eu les arrestations. Et l'usine a fermé, au bout de 117 ans. Et le fleuve a repris ses couleurs. Mais c'est une histoire, bon, je n'étais pas trop venue pour... mais tu m'as relancé là, donc voilà. Si, ça en fait partie. Bon, alors depuis, je suis revenue, et on a monté une maison d'édition, voilà, j'ai décidé de vous parler de ça, qui s'appelle Timbuktu, qui a démarré en réalité pour, enfin, moi je suis aussi traductrice, je suis aussi écrivain, mais j'ai traduit un livre d'Alda Merini, qui est une grande poétesse italienne, allez voir sur Internet, je vous en dirai pas plus, vous verrez qui est Alda Merini, ce qu'elle a été. Et puis on a été un peu pris au jeu, et puis on a publié Trafic en tout genre de Daniel Ibanez sur le Lyon-Turin, parce que je connais bien naturellement la Val de Souza, et donc automatiquement, de l'autre côté, un jour Daniel Ibanez m'a contacté, parce qu'au Salon du livre de Montsartou, j'avais demandé à José Bové ce qu'il pensait de ça, et ma copine qui avait un téléphone m'a filmé, donc on a mis le truc sur YouTube, et c'est comme ça qu'ils ont vu que quelqu'un à Montsartou avait posé une question, enfin dans la vallée française, donc voilà, donc est née une grande amitié, et le premier livre, Trafic en tout genre, qui a été important aussi pour comprendre comment les Français se battaient contre ce projet. Donc il y a le deuxième, le Lyon-Turin, puis il y a le livre de Fabrice, La Mafia de A à Z, et puis il y a un livre que j'ai traduit sur le droit de résistance, qui a été écrit par un magistrat italien, Comment faire la révolution en se référant au droit. Et c'est un livre qui va rechercher ce droit de résistance dans la constitution française, italienne, américaine, allemande, et qui reparcourt combien le droit de résistance est important dans une démocratie. Et c'est un très beau livre. Et la protection du lanceur d'alerte par la jurisprudence, parce que voilà, nous devions participer avec ces livres le 14 et 15 novembre dernier à Montreuil, au premier salon des lanceurs d'alerte. Voilà, qui a été naturellement annulé. Eri De Luca est venu nous voir, et tu y étais toi aussi, et je pense que ça a été un moment voilà, de grande sidération, ça a été vraiment un moment terrible. Et je pense que ce qui en découle n'est pas encore terminé, à tout point de vue. Voilà, merci.
enchaîner avec ce que vient de dire Patricia, je pense qu'effectivement, nous n'en voyons que le début, hélas. Même si ça fait depuis 30 ans que la potion néolibérale nous est appliquée. Au départ, on parlait, vous vous rappelez, dans les années 80, on parlait de rigueur, ça n'a pas marché. On nous parle maintenant d'austérité, ça ne marche pas plus. Prochaine étape, je vous laisse imaginer. Personnellement, j'ai ma petite idée, mais je la garde pour moi. Je pense que ce qui est... En contrepartie, effectivement, on a cette idée de résistance que vient d'évoquer Patricia. Il y a aussi l'idée de résistance que évoque Naomi Klein à la fin du film, quand elle dit « il faut descendre dans la rue ». Il faut faire pression. Et faire pression, ce n'est pas uniquement faire pression pour le plaisir d'eux. Ce qui est important, c'est d'établir un rapport de force. Alors là, je précise de suite, la force, ce n'est pas la violence. Et la violence, ce n'est pas la force. Le rapport de force dans la résistance, c'est aussi déjà de commencer, comme je disais tout à l'heure, comprendre ce qui nous arrive. Quand on voit ce qui arrive en Grèce, quand on voit ce qui arrive dans le pays, par exemple, je songe à l'Ukraine, mais aussi ce qui se passe dans les pays du sud de l'Europe, et la position qui nous est même infligée à nous en France. Beaucoup de gens sont désemparés. Pourquoi ma pension n'augmente pas? Pourquoi j'ai un petit salaire? Pourquoi je suis au chômage? Pourquoi je suis dans la précarité? Etc., etc. Alors, on peut penser que ce sont des questions qui nous dépassent, mais elles touchent à des choses très concrètes de notre vie. Et on ne peut pas résister, on ne peut pas lutter si nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Je pense qu'à ce stade-là, évidemment, tout ce qui est œuvre d'éducation populaire, c'est important, c'est même crucial. Personnellement, c'est ce que je m'efforce de faire. Il faut expliquer, expliquer et réexpliquer encore. Ce que fait 30 ans de néolibéralisme via les médias dominants, pour décortiquer ce que nous infligent les classes dominantes à travers leurs médias, leur culture, qui ne sont pas forcément les nôtres, et pour pouvoir ensuite se lever, aller dans la rue, résister, même résister sans même forcément aller dans la rue. Il y a quantité de façons de résister. Parce que sinon, c'est ce qui nous arrivera. Dans certains endroits, ça a été à la faveur d'une catastrophe naturelle, mais dans d'autres endroits, ça peut être aussi une catastrophe d'ordre technologique. Mais de toute façon, le résultat, lui, il est toujours le même. Pour les classes dominées, et je parle volontairement en utilisant cette expression, c'est-à-dire la plupart des gens, ceux qu'aux États-Unis on appelait les 99%, le résultat est le même. Ça va être l'austérité, ça va être l'appauvrissement, ça va être la fin des droits sociaux, la fin d'une certaine prospérité comme on avait pu connaître durant les 30 Glorieuses, la fin même de l'espoir. Pourquoi nous avons une société où les gens sont très largement désespérés? Et on y est même, je pense qu'on y est même, on y baigne depuis pas mal d'années. Et en face, vous avez des classes dominantes qui, elles, continuent de s'enrichir. S'enrichir allègrement. Naomi Klein, dans le film, parle effectivement de ces oligarques. Et nous avons les nôtres aussi. Ceux qui pratiquent allègrement l'évasion fiscale, par exemple. Alors, ils disent, mais non, il faut être poli. Hein. On parle d'optimisation fiscale, mais bon, ça trompe personne. Tous ces gens-là nous volent, nous. Nous, le peuple. Je dis nous, le peuple, parce que c'est les premiers mots de la Constitution américaine. Et aussi, nous, le peuple en tant que souverain. Là, je voudrais dire un mot sur la souveraineté. La souveraineté en France, qui est nationale et populaire, c'est marqué et dans la Constitution française et dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc dans vraiment les racines juridiques de notre pays. Et pourquoi je dis ça? Parce que la stratégie du choc aussi consiste à détruire les nations. En Irak, les Américains, enfin le gouvernement américain, excusez-moi, on va bien séparer les peuples et leur gouvernement. Le gouvernement américain parlait de nation building, c'est-à-dire on va construire une nation. On va construire une nation à partir de rien. Oui, mais il y a des pays quand même qui ont une histoire quand même ancienne. L'Irak, même si ce n'était pas sous ce nom-là, c'était une vieille civilisation. On pourrait dire aussi la nôtre, en France, c'est une vieille civilisation. D'autres pays en Europe aussi sont des vieilles civilisations, des vieux pays.
Pas vieux dans le sens démodé, ringard, non, ancien, peut-être ça serait plus juste. Et détruire les nations, c'est aussi détruire, donc via la souveraineté, détruire aussi ce qui peut faire entre nous la possibilité de lutter justement contre ces thérapies de choc, contre ces stratégies de choc. C'est-à-dire de pouvoir débattre entre nous, parce que nous avons la même langue, donc c'est plus facile, c'est plus simple, pour commencer. Et aussi de pouvoir commencer à enclencher des actions, comme celle par exemple que va nous évoquer Nadège par rapport à l'état d'urgence. Parce que je pense qu'effectivement, à chaque fois qu'il se passe, on veut nous faire passer des pilules assez amères, eh bien on nous fait effectivement des événements comme ce que nous avons eu récemment, pour pouvoir par exemple nous imposer des états d'urgence. Et là, je laisse la parole à Nadège. Merci. Alors, très rapidement, je tiens à excuser Robert Charvin qui nous a laissé donc quelques livres sur la 6e République. Il m'a demandé de synthétiser, alors je vais vous synthétiser ça en moins d'1 minute, mais c'est un peu chaud. Voilà, sinon il y a le livre. Mais en fait, c'est vrai qu'il parle de cette perte progressive des droits fondamentaux, de comment la 5e République a essayé d'être un pansement sur la 4e, mais en réalité, n'a pas eu pour volonté d'instaurer une démocratie réelle et durable, et comment en fait elle a pondu la loi sur l'état d'urgence, puisque ça date quand même de la 5e République. Et comment cet état d'urgence peut être instauré au final relativement facilement. On l'a vu, on a vu que ça a été voté par 551 députés contre 6, ce qui est quand même extraordinaire. Donc il parle de la nécessité justement de redonner sa place à la démocratie, cette nécessité d'arrêter le carriérisme politique, mais je veux dire d'avoir des gens des gens proches, et d'avoir justement, des citoyens qui réfléchissent, d'arrêter avec les têtes de pont. Voilà, et donc, après, je ne vais pas vous développer plus parce que sinon ça va prendre trop de temps. Très rapidement, pour faire la transition, en fait, cette volonté de débat est née donc à l'issue, je le redis pour ceux qui n'étaient pas là avant, et donc est née à l'issue donc de l'instauration de l'état d'urgence. On s'est dit que c'était le film était quand même relativement représentatif de ce qui s'est passé quand il a déclaré notre président nous sommes en guerre, les mesures qu'il a prises par la suite, et en même temps avec donc Séverine Tessier qui a cofondé Anticorps avec le juge Alphen. À un moment donné, on s'est dit il faut réagir. Je veux dire, on ne peut pas rester dans cet état-là, rester sur un constat et rester dans cet état-là. Et c'est là que tu parles de résistance, c'est là que tu parles d'utiliser les moyens juridiques. Et c'est vrai, je veux dire, il ne faut pas descendre bille en tête, se faire embarquer et finir comme les opposants qu'on a vus dans le film. C'est absolument pas le but, et ça va détruire les mouvements. Et en fait, on s'est dit, face au Patriot Act, qui sont en train d'instaurer, je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'entend plus parler du TAFTA. Comme par hasard. La COP 21, elle est quasi passée inaperçue. Et j'ajouterais même que on est en période électorale, on n'a pas entendu beaucoup de débats électoraux sur une question ultra importante qui est l'euro-régionalisation, tout ça parce qu'entre les attentats et la COP 21, on nous a volé un débat démocratique qui nous concerne nous en tant que le peuple français. C'est ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça a permis justement de masquer certaines choses, et donc face au Patriot Act qui en fin de compte qui est en train d'être mis en place sans qu'on en soit informé, on s'est dit faisons un Citizen Act, faisons un pacte citoyen, faisons un comité citoyen. Et pour l'instant, c'est les bases. Le but, c'est que ce soit pas un one shot, mais que ce soit vraiment, ça y a une suite quelque part. Et donc j'ai mis des feuilles de contact à l'entrée, puisque Séverine enchaîne les rendez-vous sur Paris, et elle a vu Naomi Klein, elle a vu plein de monde, elle a vu Isabelle Attard qui a voté contre la prolongation de l'état d'urgence, elle a vu le juge Alphen, elle a vu Eric Alt, elle a vu, plein de personnalités. Je ne peux pas vous dévoiler les détails encore, mais l'idée c'est de construire tous ensemble, je veux dire qu'il n'y ait pas que 3 personnes qui prennent le truc et puis c'est fini, mais voilà.
Donc s'il y a juste peut-être quelques questions très succinctes. Enfin, je suis désolée. Mais... Oui. Là, on est pris par le temps. Alors, il nous reste encore 5 minutes. 5 minutes si quelqu'un veut intervenir dans la salle. Mais très vite, hein, 5 minutes. 5 minutes. Je fais vite. En attendant le micro, il faudrait peut-être juger Bush comme criminel de guerre. Ouais, c'est bien. Faut-il démanteler les États-Unis? Démanteler les États-Unis. Et alors qui intervient là? Je crois qu'il y a un monsieur là qui va intervenir. Alors Nico, vas-y et passe le micro. Yes, ok. Alors, très vite, j'essaye. Vite, parce que toi, Il n'est pas allumé le micro. On entend? 1, 2, 1, 2. C'est pas grave, on entend. Bon, on entend, allez, je parle. Ok. Salut tout le monde. Oui, alors voilà, je vous parle rapidement de l'état d'urgence, parce que l'état d'urgence, il y a eu plus de 1000 perquisitions. En fait, c'était donc pas que chez des islamistes, chez aussi des militants écologistes engagés, chez des zadistes, y compris aussi donc chez des musulmans qui n'ont bien sûr strictement rien à voir avec le terrorisme, qui sont donc du coup assignés à résidence et qui vont perdre leur travail à cause de tout ça. Enfin vraiment, l'État a ciblé large pour se débarrasser de ses opposants. Alors on n'est pas encore au même degré que certaines dictatures, mais ça, c'est une dérive. Voilà. Et donc pour faire très vite, oui. Y a des... Je connais. Ouais, il y a Valls qui parle qui pose la question au Conseil d'État si c'est possible légalement d'ouvrir des camps pour les fiches S. Les fiches S, ce sont donc des gens un peu comme voilà, Guantanamo, quoi, je vous résume, voilà, vous avez compris. Et donc du coup, il faut des moyens de résistance pour ne pas se tirer une balle suite à ce triste constat qu'il faut avoir conscience. C'est de manifester, bien sûr, comme on l'a dit, c'est de boycotter aussi et de construire des lieux d'autogestion. Et juste, je vous annonce qu'aujourd'hui, de manière comme ça, une œuvre a été faite pour réoccuper l'ancienne ZAD de Nice, et c'est une œuvre représentant une renoncule, le symbole de Rémi Fraisse qui a été assassiné par la violence d'État au Testé. Donc, et on peut lancer une action là-dessus parce que c'est occuper des ZAD, faire des lieux d'autogestion, c'est une résistance au capitalisme. Voilà, c'est contre tout un système. C'est comme à Notre-Dame-des-Landes. Venez me voir si ça vous intéresse à la fin pour mener cette action. Merci Nicolas, tu es un peu plus bref que d'habitude. Merci. Il y a un monsieur qui veut intervenir. Et je suis pour un monde sans frontières. Voilà. Dans le documentaire, on parle très peu des médias. Et les médias, donc en France, qui appartiennent, je me rappelle, la plupart à une dizaine de milliardaires. Et à Dassault, à des vendeurs d'armes, qui ont tout avantage à faire la propagande pro-guerre. Et en fait, je trouve que le discours après les attentats de l'Union nationale est extrêmement puissant. C'est-à-dire parmi des amis à moi qui sont progressistes, quand je leur dis l'état d'urgence c'est pas normal, il y a une réaction qui est de dire mais on a été attaqué, mais les ça veut dire que tu soutiens le terrorisme, et c'est extrêmement difficile de lutter contre ça. Donc, est-ce que qu'est-ce que vous pensez? Moi j'aimerais bien répondre sur la question des médias, parce que je suis journaliste, je l'ai longtemps été, et j'ai beaucoup d'amis journalistes qui, comme moi, ne travaillent plus pour un journal. Parce qu'on n'a plus, d'espace. Donc je pense que le livre aujourd'hui est aussi un moyen. Il faut rechercher. On ne peut pas compter sur les journalistes, bien que moi j'ai lu de très très beaux articles, par exemple dans Le Monde dernièrement sur la question. Mais comme ça, pris un peu au hasard aussi du net, il faut aller chercher l'article. L'article, il ne va pas venir dans un journal où il ne va plus être contenu dans un seul journal. Mais ces personnes qui n'arrivent plus à travailler comme journalistes, parce que justement les journaux se sont réduits aussi, elles continuent à écrire. Et je crois que nous devons aller chercher. Il ne faut plus trop attendre que les choses viennent à nous. Il faut... Reporter. Il y en a enchaîné, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a, il y a Politis aussi, voilà, donc... Créez vos médias. Moi j'ai créé une web TV qui est en train de filmer ça, ZAD partout et loche. Venez voir aussi si ça vous intéresse, c'est participatif. On enregistre. Donc il y a plein de journalistes maintenant, il y en a plus qu'avant, voilà. Le web amène ça. Mais à nous de choisir, à nous d'aller chercher et à nous de voir ce qui nous intéresse. On a un gros travail de choix à faire, je crois. Moi, j'ajouterais que fermer la boîte à mensonges,
la télé, voilà, parce que c'est quand même le vecteur qui permet de propager des idées néolibérales, des idées des classes dominantes. Propriété, ces médias les médias dominants sont la propriété des gens des classes dominantes, des gens riches, ces oligarques, appelons-les par leur nom, parce que qui essayent justement de nous insuffler et ça fait depuis 30 ans que ça dure, c'est pour ça qu'on a des discours où on a beaucoup de mal à mobiliser les gens sur les dangers moi je le dis, comme je le pense, de ce facho-capitalisme. Voilà. Alors soutenez les médias libres et indépendants. Yes. Tout à fait. Très beaux médias. Voilà. Donc, pour conclure, puisque nous devons quitter la salle, puisque c'est normal, je veux dire, il y a des gens qui sont employés ici jusqu'à une heure précise, c'est tout à fait normal de quitter la salle quand ils nous demandent. Je les remercie d'ailleurs d'avoir été là pour nous aider. Très très rapidement, par rapport à l'état d'urgence, ce qui se passe et ce qu'il faut dire, c'est que l'état d'urgence, c'est une chose. Quand on est attaqué, qu'il y a des attentats, c'est une chose. Comment il est mis en application réellement, et le fait qu'on ne soit absolument pas informé sur sa mise en application, c'est autre chose. Et c'est pour ça que la première chose qu'on a demandé à Isabelle Attard et aux 6 députés qui ont voté contre la prolongation, c'est demander une enquête parlementaire et rendre le résultat de l'enquête public pour que nous soyons tous au courant de comment est-ce que c'est réellement mis en application. Voilà. Et après, réellement, c'est ok, il faut répondre à ce qui s'est passé. C'est vrai qu'on peut, je veux dire, quand on parle avec les gens, c'est oui, bon, on ne peut pas laisser faire ça, on a été attaqué, il faut riposter, il faut aller leur casser la gueule. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Faut y aller, etc. C'est certes, je veux dire, on ne peut pas laisser faire ce genre de choses. Mais d'abord, étudions les causes. Qu'est-ce qui s'est passé? John Baez a fait un très très bon texte où elle dénonce justement l'armement des Moudjahidines par les États-Unis au départ. Vous avez vu l'occupation de l'Irak, la réaction des Irakiens sur place par rapport aux exactions. Évidemment qu'ils ont été se réfugier, je veux dire, dans des mouvements religieux qui leur ont dit non, mais de toute façon, on va vous aider à buter les États-Unis. Ben, je veux dire, il y a une réaction humaine quelque part aussi. Ce qu'il faut, et il faut justement éradiquer les causes. Il ne faut pas seulement y aller, et les massacrer. Il faut éradiquer les causes. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'il faut vraiment agir en profondeur, et c'est pour ça que l'éducation populaire, c'est essentiel. Et le but, c'est pas d'arrêter à ce débat de ce soir, mais de poursuivre, de poursuivre le débat. Et déjà, si vous voulez nous rejoindre juste à côté, à Giuseppe et Pepino, place Garibaldi, pour aller poursuivre la discussion et pour permettre aux employés de ce magnifique espace de rentrer chez eux, de retrouver leur famille quand même. Voilà, parce qu'ils ont des familles. Merci à tous d'avoir été là. Je voulais remercier tous les gens qui nous ont permis d'organiser le débat. Les petites citrons de menton qui sont là. Coucou les filles. Romain, Nico, Marie, enfin il y en a eu plein, le CNR, enfin vous les avez, voilà. C'était un travail collectif. Merci à vous tous. Merci à toi Nadège. Merci.